Le souffle court, Élise s'arrêta derrière la porte du grand salon, là où la lumière des lustres se déversait en ruisseaux dorés sur les parquets cirés. Les rires de la famille Montfaucon lui parvenaient, éclat lointain d'un monde auquel elle n'appartiendrait jamais. Elle serra entre ses doigts le médaillon terni suspendu à son cou seul, vestige de sa mère, disparu sans adieu, sans promesse. Une voix sèche fendit l'air, froide comme l'hiver qui battait aux vitres. Cette bâtarde ne mettra jamais les pieds ici. La comtesse douairière venait de parler, debout près de la cheminée, haute et rigide dans sa robe de deuil. Les regards se tournèrent brièvement vers Élise, une ombre derrière la porte, avant de s'en détourner avec indifférence ou dédain. Élise retint ses larmes. Elle savait ce qu'elle était pour eux, la faute incarnée, le souvenir vivant d'un péché que le défunt comte n'avait pas su cacher. On la tolérait pour l'honneur du nom, mais jamais il ne serait question d'affection, ni même de justice. Elle vécut à l'écart, dans une petite chambre mansardée, où le vent s'infiltrait les nuits d'orage, rêvant en silence au bal, au rire, à l'étreinte d'une mère disparue. Ce soir-là, elle observa les domestiques qui dressaient la table pour le festin. La porcelaine scintillait, les bouquets de pivoine embaumaient l'air. Élise se glissa dans l'ombre, attentive au moindre mot, au moindre secret, qui pourrait lui accorder un fragment de tendresse ou d'espoir. Dans la cuisine, la vieille cuisinière murmura. « Il revient, le duc Adrien de Villefort. On dit qu'il a vu la guerre, qu'il n'est plus le même. » Une jeune lingère soupira, les yeux brillants. Peut-être l'apportera-t-il un peu de lumière dans cette maison. Élise sentit son cœur s'emballer. Le nom du duc résonnait comme une promesse de changement, d'inattendu. Le lendemain, la nouvelle courut comme une traînée de poudre. Les écuries furent nettoyées, l'argenterie astiquée jusqu'à l'aveuglement. La comtesse douairière supervisait tout, intransigeante. Rien ne doit trahir le deuil, ni la décence. Mais Élise, tapie derrière la rambarde de l'escalier, voyait les yeux briller d'excitation. Elle-même n'osait espérer. Le retour du duc bouleverserait-il vraiment l'équilibre de la maison? Ou n'était-ce là qu'un rêve de plus, condamné à mourir dans l'ombre? La calèche franchit enfin le portail, soulevant un nuage de poussière. Élise, le souffle suspendu, aperçut la silhouette du jeune duc, droite et grave, le regard perdu sur la façade du domaine. Son visage portait la marque de l'absence, mais aussi une force contenue qui troubla la jeune fille plus qu'elle ne voulut l'avouer. Au salon, la famille se rassembla, raide dans ses habits sombres. Élise, invisible dans le corridor, vit la comtesse esquisser une révérence. « Bienvenue, monsieur le duc. Votre place vous attend. » Adrien salua, voix basse, mais son regard, un instant, s'attarda sur la porte entr'ouverte, là où la lumière vacillait sur une silhouette furtive. Était-ce de la curiosité, de la compassion? Élise n'aurait su le dire, mais ce regard, elle le sentit jusqu'au fond de son être. Alors que le bal commençait, les premières notes d'un menuet s'élevèrent. Élise, cachée dans la pénombre du couloir, écouta la musique, une larme glissant sur sa joue. Elle n'était qu'une ombre parmi les ombres, mais cette nuit, tout semblait sur le point de basculer. Le retour du duc Adrien de Villefort, héritier d'une des plus vieilles familles du pays, bouleversait déjà l'équilibre fragile de la maison. Dans le silence de sa chambre, Élise pressa le médaillon contre ses lèvres, priant pour que cette fois, le destin lui offre un autre rôle que celui de l'invisible. Les jours qui suivirent l'arrivée du duc furent marqués par une agitation fébrile dans la vaste demeure de Montfaucon. Les domestiques s'affairaient du matin au soir. On astiquait les candélabres, on repassait les nappes de dentelle, on répétait les pas de danse dans l'espoir de briller sous les yeux du prestigieux invité. Un bal, le plus somptueux que la maison eût connu depuis des années, se préparait en l'honneur d'Adrien de Villefort. Élise, quant à elle, n'était qu'une ombre parmi ces préparatifs éclatants. La comtesse douairière, plus stricte que jamais, l'avait assignée aux tâches les plus ingrates. Dès l'aube, elle frottait les escaliers de pierre, lavait les sols, portait des seaux d'eau glacée, le dos courbé, les mains rougies. La cuisine, royaume de la vieille cuisinière,
devenait son refuge éphémère, là où elle pouvait, l'espace d'un instant, respirer hors du regard des maîtres. Un après-midi, alors qu'elle transportait un plateau de pâtisserie vers l'office, elle aperçut le duc, debout dans la galerie, observant le va-et-vient, avec une distance contenue. Il portait une redingote sombre, le visage grave, les traits empreints d'une lassitude élégante. À cet instant, leurs regards se croisèrent fugacement. Adrien sembla surpris. Il remarqua la grâce silencieuse avec laquelle Élise se mouvait, la noblesse discrète de son port de tête, malgré la simplicité de sa robe. Mais la jeune fille détourna aussitôt les yeux, consciente de la frontière invisible qui la séparait de ce monde, auquel elle n'appartiendrait jamais. Dans la cuisine, les voix des dames de la maison, hautaines et sûres de leur bon droit, résonnaient fort. On devrait la renvoyer au village, lança l'une, la bouche pincée. Elle n'a rien à faire ici parmi nous, ajouta une autre, caressant sa coiffure. Il paraît que sa mère était une voleuse, murmura une troisième, le regard pétillant de malveillance. Élise, cachée derrière la porte, sentit la morsure de l'humiliation. Elle ravala sa fierté, les joues en feu, et retourna à ses corvées sans un mot. Pendant ce temps, le duc Adrien parcourait la demeure, attentif aux moindres détails, saluant les domestiques avec une politesse rare. Il s'attardait sur les portraits anciens, les tapisseries défraîchies, les fenêtres qui donnaient sur le parc en friche. Un soir, alors que la famille se retrouvait dans le grand salon, il se tourna vers la comtesse douairière. « J'aimerais rencontrer tous les habitants du domaine, » dit-il calmement. La comtesse leva un sourcil, déconcertée. « Tous, monsieur le duc? Même les domestiques ?»« Oui, madame. Je souhaite connaître chacun de ceux qui font vivre cette maison. » L'annonce se répandit aussitôt. On fit aligner valets, servantes, jardiniers et lingères dans la galerie. Élise Blême se retrouva parmi eux, le tablier maculé de farine, le cœur battant à tout rompre. Les dames de la maison ricanaient à voix basse, guettant le moindre faux pas. Adrien entra, le regard attentif, parcourant la file avec sérieux. Il échangea quelques mots courtois avec chacun, s'informant du nom, du poste, de la durée de service, puis son regard s'arrêta sur Élise. Un silence pesant tomba. La comtesse serra les lèvres. Les autres membres de la famille détournèrent les yeux, gênés ou méprisants. Adrien s'approcha, intrigué. « Et vous, comment vous appelez-vous » Élise releva la tête, fière malgré la brûlure du jugement dans son dos. « Élise, monsieur le duc. » Il soutint son regard, y cherchant la trace de ce qu'il avait perçu plus tôt. Une fierté farouche, une douceur blessée. « Depuis combien de temps servez-vous ici » La comtesse intervint, glaciale. « Cette fille n'est ici que par pitié. Elle n'est pas une domestique, ni une invitée. » Élise sentit ses joues s'enflammer, mais elle ne fléchit pas. « Je vis ici depuis toujours, monsieur, » répondit-elle d'une voix tremblante mais ferme. Adrien s'attarda sur elle un instant de plus, puis hocha la tête. « Chacun ici mérite considération, » déclara-t-il d'un ton calme, mais où pointait une autorité nouvelle. Un murmure parcourut l'assemblée. Les dames échangèrent des regards indignés. La comtesse s'inclina à peine, contrainte. « Comme il vous plaira, monsieur le duc. » Après la réunion, Élise regagna la cuisine en silence. La cuisinière la regarda avec compassion. « Tu as tenu tête, ma petite. Tu peux être fière. » Mais dans le corridor, les chuchotements reprenaient déjà, plus venimeux que jamais. « Elle croit vraiment qu'elle est des nôtres, » souffla l'une. Élise serra les poings, décidée à ne pas laisser la honte la briser. Ce soir-là, alors que la maison bruissait des derniers préparatifs du bal, Adrien se tenait à la fenêtre de la bibliothèque. Il songeait à cette jeune fille dont la dignité silencieuse l'avait frappé. Pourquoi la traitait-on ainsi? Quelle était la vérité de sa présence ici? Une curiosité nouvelle naissait en lui, une envie d'en savoir plus sur cette ombre lumineuse. Élise, de son côté, s'accorda un bref répit dans le jardin, à l'abri des regards. Les parfums de la nuit, la promesse d'une musique lointaine, éveillèrent en elle un espoir timide. Mais le souvenir du regard du duc, posé sur elle devant tous,
lui laissait une étrange chaleur au creux du ventre, mêlée de crainte et de fierté. La tension, palpable, s'infiltrait dans chaque recoin de la maison. L'équilibre des Montfaucon vacillait. Le bal approchait, et pour la première fois, Élise sentit que le destin pourrait bien changer de camp. Quand Adrien fit un pas vers elle devant tous, la vie d'Élise venait de franchir une frontière invisible, et rien, désormais, ne serait plus tout à fait comme avant. Dans l'ombre du corridor, un regard surveillait la scène, prêt à tout pour défendre l'ordre établi. La pluie tambourinait sur les vitres lorsque, tard un soir, Adrien délaissa le tumulte du salon pour la quiétude de la bibliothèque. Là, dans la pénombre parfumée de cuir et de vieux papiers, il surprit le vieux majordome, Monsieur Baptiste, occupé à ranger des volumes sur les rayonnages. L'homme, dont la loyauté envers la maison Montfaucon datait d'une autre époque, paraissait absorbé par ses souvenirs. Adrien hésita, puis s'approcha, feignant de consulter un ouvrage relié. « Dites-moi, Baptiste, cette jeune fille, Élise, que savez-vous d'elle » Le majordome leva un regard prudent. « Mademoiselle Élise, elle était là depuis toujours, monsieur le duc, née sous ce toit, mais, hélas, pas reconnue. Sa mère, un soupir, un geste las. Une servante, jolie et discrète, partie trop tôt, laissant la petite à la merci du monde. Mais Élise, elle possède la noblesse de cœur de son père, le feu sous la cendre. » Adrien sentit croître sa curiosité et, au fond, une admiration naissante. Dès lors, il chercha des occasions de croiser la jeune fille. Tantôt il feignait d'avoir besoin d'un livre dans l'office, tantôt il demandait son avis sur l'organisation des jardins, ou sur une vieille partition oubliée. Élise, surprise par tant d'égards, gardait ses distances. Elle sentait le danger, la fragilité de sa position. Il suffisait d'un mot de trop, d'un regard mal interprété, pour que le peu de respect qu'on lui accordait disparaisse à jamais. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait les marches du grand escalier, Adrien la rejoignit, un sourire dans la voix. « Vous aimez la lecture » m'a-t-on dit. Élise releva la tête, méfiante. « Quand j'en ai le temps, monsieur. Les livres sont rares pour ceux qui n'ont pas de nom. » Un silence plein de sous-entendus. « Peut-être puis-je y remédier » murmura-t-il avant de disparaître. Dans les couloirs, les rumeurs enflaient. Les domestiques chuchotaient, les regards se faisaient insistants. Mais c'était surtout Charlotte, la cousine légitime, qui attisait la méfiance. Elle observait la moindre parole, le moindre frôlement. « Cette bâtarde se prend pour une grande dame », lançait-elle à ses amis, un sourire cruel aux lèvres. « Le duc n'a jamais regardé aucune de nous ainsi », répondait-on, piqué d'envie. Charlotte resserra sa prise sur son éventail, le regard noir, bien décidée à défendre ce qu'elle estimait lui revenir de droit. Élise sentait peser les regards dans son dos. Elle se savait épiée, jugée à chaque geste. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de répondre à la sollicitude d'Adrien par de brèves paroles, un sourire retenu, un éclat de malice quand ils se croisaient dans les couloirs. Elle n'était pas dupe, mais le charme de cet homme, la chaleur de son intérêt, lui faisait espérer l'impossible. Un soir, alors que la pluie redoublait, Adrien la surprit dans la bibliothèque, penché sur un dictionnaire effrangé. « Vous aimez la poésie » demanda-t-il. Élise sursauta, puis hocha la tête. « Elle console des jours gris, monsieur. » Il lui tendit un livre relié de cuir, rare et précieux. « Prenez-le. Il m'a accompagné lors de mes campagnes, bien loin d'ici. J'aimerais qu'il vous tienne compagnie à son tour. » Elle hésita, la gorge serrée. « Je ne peux accepter, monsieur. Si l'on nous voit. » Il insista doucement, baissant la voix. « Ce n'est qu'un livre, un secret entre nous. » Leurs doigts se frôlèrent. Un courant passa, silencieux et profond. À cet instant, la porte grinça. Charlotte, surgissant dans l'entrebâillement, les observa d'un œil soupçonneux. « Que faites-vous ici, Élise ? Le souper va commencer. » Élise se raidit, cachant le livre derrière elle. « Je m'excuse, mademoiselle Charlotte. » Adrien, imperturbable, salua la cousine d'un geste respectueux, masquant habilement la tension de la scène. Plus tard,
Dans sa mansarde glacée, Élise ouvrit le livre sous la lueur vacillante d'une bougie. Les vers lui murmuraient un monde plus vaste, un monde où la honte n'avait pas de place, mais elle savait, au fond, que chaque page tournée pouvait attiser les jalousies, précipiter le malheur. Dans la grande salle, Charlotte, furieuse, murmurait à l'oreille de la comtesse douairière. « Il faut surveiller Élise. Elle manigance, j'en suis certaine. » La comtesse, le regard de glace, acquiesça d'un signe bref. « Qu'on sache tout ce qu'elle fait. Rien ne doit ternir le nom de Montfaucon. » Dehors, la pluie cessait. Mais dans la maison, le grondement des cœurs ne faisait que commencer. Ce soir-là, Élise sentit que la frontière entre la lumière et l'ombre devenait plus fragile que jamais, et que le moindre faux pas pourrait changer le cours de son destin. Un vent de tempête s'était levé ce matin-là sur Montfaucon, apportant dans ses bourrasques la promesse d'un bouleversement. La veille, Élise avait à peine dormi. Le livre offert par Adrien reposait sous son oreiller, comme un secret trop lourd à porter. Au petit jour, elle descendit dans le jardin, espérant trouver quelque répit dans le parfum des roses et la fraîcheur de l'herbe encore mouillée. C'est là, sous la tonnelle, qu'Adrien la rejoignit. Son pas, habituellement assuré, semblait hésitant. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, les mains dans le dos, le regard grave. « Vous ne craignez donc rien ?» demanda-t-il à mi-voix. Élise se figea, troublée par la chaleur contenue dans ses paroles. « Je crains tout, monsieur, mais je n'ai nulle part où fuir. » Un silence s'installa, dense et chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. « Je voudrais... » Adrien hésita, cherchant ses mots. « Je voudrais que les choses soient différentes, Élise. » Elle détourna les yeux. « Elles ne le seront jamais. Je ne suis rien pour vous. » Il fit un pas vers elle, mais à cet instant, un claquement sec retentit derrière eux. La comtesse douairière venait d'ouvrir la porte du perron. Dans l'encadrement, sa silhouette paraissait plus haute, plus impérieuse que jamais. Son regard, glacial, allait de l'un à l'autre. Que signifie ceci? Sa voix, cinglante, brisa le fragile équilibre de la scène. Adrien voulut répondre, mais Élise baissa la tête, le visage empourpré. La comtesse s'avança, ses pas crissant sur le gravier. « Je vous avais pourtant prévenu, mademoiselle. Il ne sera pas dit que le nom de Montfaucon sera souillé par des familiarités indécentes. Vous quitterez la maison dès ce soir. Vous serez relégué aux dépendances. Où est votre place ?» Une murmure de stupeur s'éleva dans le jardin. Adrien blême répliqua. « C'est une injustice, Élise n'a rien fait de mal. » La comtesse planta sur lui un regard d'acier. « Et vous, monsieur le duc, n'oubliez pas ce que vous devez à votre rang, ni à notre famille. Il n'y aura pas d'exception pour la bâtarde d'un comte, fût-elle dotée de toutes les vertus du monde. » Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle voulut protester, mais la fierté l'en empêcha. Elle releva la tête, affrontant la comtesse d'un regard clair, et murmura seulement « Je partirai ». L'ordre fut exécuté sans délai. On lui donna 1 heure pour rassembler ses maigres affaires, quelques robes usées, une brosse, le médaillon de sa mère et le livre d'Adrien, précieusement caché sous sa cape. On la conduisit jusqu'à une petite dépendance à l'écart du château, jadis logis du jardinier. La pièce y était froide, le lit raide, les murs nus. Quand la porte se referma sur elle, Élise comprit, avec une amertume nouvelle, la profondeur de son isolement. Pendant ce temps, Adrien errait dans le grand salon, assailli par la colère et l'impuissance. Il revoyait le visage d'Élise, sa dignité blessée, la lumière farouche de ses yeux. Il aurait voulu braver la famille, mais la voix de la comtesse résonnait encore dans sa mémoire. « Le nom de Villefort n'est pas un jouet. Vos choix engagent tout un lignage. » Ses pas le menèrent jusqu'à la bibliothèque, où il s'effondra dans un fauteuil, tenaillé par le doute. Que pouvait-il opposer à la tradition, au poids du sang? Son attirance pour Élise devenait, à chaque instant, plus vive, plus dangereuse. Mais l'honneur, la raison, tout en lui se dressait contre cette passion. Dans la dépendance, Élise s'accrocha à la vie par la force de l'habitude. Chaque matin, elle aidait le jardinier, Monsieur Jules,
à soigner les rosiers, à réparer les clôtures, à nourrir les bêtes. Jules, c'était un homme simple, à la moustache blanche, au regard d'une bonté rare. Il n'avait jamais jugé Élise. Au contraire, il la traitait avec la même considération que sa propre petite-fille disparue. Un matin, alors qu'elle ratissait les feuilles mortes, il s'approcha, une tasse de lait chaud à la main. « Tenez, ma petite, faut pas vous laisser abattre. » Élise lui adressa un sourire fatigué. « Merci, Jules. Vous êtes le seul à qui je peux parler sans crainte. » Il s'assit près d'elle, tapotant sa main. « Vous êtes plus courageuse que tous ceux du château réunis. Faut tenir bon, la roue tourne, vous verrez. » Les jours passaient, monotones et gris. De la fenêtre de sa chambre d'exil, Élise apercevait parfois Adrien, solitaire, arpentant le parc. Leurs regards ne se croisaient plus. Elle sentait pourtant, dans le moindre souffle du vent, la présence de son souvenir. Au château, la tension montait d'un cran. La comtesse veillait à ce qu'aucun message ne parvienne à Élise, que nul ne lui parle. Mais Charlotte, la cousine, profitait de ce nouvel ordre pour avancer ses pions. Fine mouche, elle comprit que l'éloignement d'Élise ouvrait une brèche dans le cœur du duc. Un soir, lors d'un dîner, Charlotte s'installa tout près d'Adrien, feignant la maladresse pour attirer son attention. « Vous semblez soucieux, monsieur le duc. Est-ce la solitude de la campagne qui vous chagrine ?» Adrien répondit d'un ton distant. « Je m'adapte, mademoiselle Charlotte. » Elle pencha la tête, ses boucles blondes effleurant son épaule. « Il est parfois agréable de s'adapter à deux. Je connais si bien Montfaucon. Je pourrais vous en révéler tous les secrets. » Adrien détourna le regard, mais Charlotte ne désarma pas. « Je crois, monsieur, que vous méritez une compagne à la hauteur de votre nom, quelqu'un qui partage votre rang et vos aspirations. » Il ne répondit pas, perdu dans ses pensées. Charlotte sourit, convaincue qu'elle venait de marquer un point. Dans la dépendance, Élise trouvait du réconfort dans les gestes simples. Elle lisait à voix basse le livre d'Adrien, écoutait le chant des oiseaux, parlait à Jules des saisons et de l'avenir. Elle se forçait à ne pas espérer, à ne pas rêver. Mais la douleur de l'exil, la honte de l'humiliation, lui rongeait le cœur. Une nuit, alors que la pluie battait les carreaux, elle se leva, incapable de dormir. Elle ouvrit la porte, laissa le vent froid lui fouetter le visage. Là, sous la lune voilée, elle sentit renaître en elle une force nouvelle, une détermination farouche. « Je ne céderai pas, » murmura-t-elle. « Je ne laisserai pas la haine dicter mon sort. » Au même instant, dans la grande chambre du château, Charlotte, installée devant sa coiffeuse, traçait d'une main lente un plan secret. « S'il faut écarter Élise pour de bon, » chuchota-t-elle à son reflet, « je n'hésiterai pas. » Le lendemain, la maison semblait suspendue dans une attente lourde. Les serviteurs chuchotaient. La comtesse redoublait de vigilance, Adrien se murait dans un silence farouche. Mais dans l'ombre des rosiers, Élise reprenait peu à peu confiance, portée par l'amitié de Jules, la mémoire de sa mère et la lueur d'espoir qu'elle croyait perdue. Quelque chose, pourtant, grondait dans l'air, un orage plus terrible encore que les précédents, prêt à éclater sur Montfaucon. Et tandis que les premières manœuvres de Charlotte se mettaient en place, Élise ignorait que son destin était sur le point de se jouer, à découvert, devant tous. Le vent apporta, avec les premiers jours de juin, des rumeurs noires venues du village. La maladie rôdait, frappant sans distinction, renversant enfants, vieillards et mères de famille. À Montfaucon, on referma les volets. La comtesse douairière fit doubler la garde, et les dames se cloîtrèrent dans les salons parfumés, effrayées à l'idée de ce mal invisible. Mais Élise, elle, ne put détourner les yeux. Elle voyait les paysans s'affaiblir, les enfants tousser, les visages se creuser. Elle ne réfléchit pas. Armée de linge propre, de quelques fioles d'herbe et d'une volonté inébranlable, elle descendit chaque matin au village, bravant l'interdiction du domaine. Dans les chaumières, elle lava les fronts brûlants, murmura des paroles rassurantes, partagea le peu qu'elle avait. Souvent, la fatigue la gagnait, mais elle poursuivait, portée par la seule urgence d'aider. Le soir,
De retour dans la dépendance, elle tremblait de fièvre et de peur, mais refusait de céder. Un soir d'orage, alors que le vent arrachait les tuiles et que la pluie martelait les champs, Élise peinait à ramener chez elle un enfant malade. La route, détrempée, semblait interminable. Elle chancela, manqua de tomber. Soudain, une ombre surgit, s'abritant sous une cape sombre. Adrien. Vous ne pouvez pas continuer seule, Élise, lança-t-il, sa voix couverte par le tonnerre. Elle se figea, surprise, puis secoua la tête. Je n'ai pas le choix. Si je n'aide pas, qui le fera? Adrien prit l'enfant dans ses bras, sans un mot. Ensemble, ils avancèrent sous la pluie, jusqu'à la première maison du hameau. La lumière des lampes vacillait, les gémissements montaient de l'intérieur. Quand enfin ils s'arrêtèrent, trempés, épuisés, Élise se laissa tomber sur un banc. Adrien resta près d'elle, le visage grave. « Pourquoi risquer votre vie pour ceux qui ne vous doivent rien ?» demanda-t-il, une pointe de désespoir dans la voix. Elle détourna les yeux. « Parce que moi, je leur dois tout. Ils m'ont donné un regard quand j'étais invisible ici. Ils m'ont accepté sans me juger. » Adrien la contempla, bouleversé par sa force. « Vous êtes plus courageuse que quiconque dans cette maison. Je crains pour vous, Élise. » Elle sourit faiblement. « J'ai peur, moi aussi. » De ne plus revoir le soleil, de rester seule. Un silence. Puis Adrien, d'une voix plus douce. « Et si je vous promettais que vous ne seriez plus jamais seule ?» Leurs regards se croisèrent. Un instant, tout parut possible, même l'amour à découvert sous la tempête. De retour au domaine, la nouvelle des actes d'Élise circula plus vite que la maladie. Les domestiques chuchotèrent. Les regards se firent plus respectueux. Mais dans les étages, la comtesse voyait d'un œil sombre l'influence grandissante de la jeune fille sur le duc. « Il faut hâter les choses », déclara-t-elle à Charlotte, qui jouait distraitement avec un ruban. « Il ne doit pas oublier à quel monde il appartient. » Les négociations reprirent. Invitations lancées, alliances évoquées, promesses murmurées à demi-mot. Charlotte, enhardie, multiplia les démarches auprès d'Adrien. Elle le guettait, l'appelait à la promenade, lui parlait du futur avec une certitude étudiée. Mais Adrien poli restait distant, son esprit ailleurs, hanté par la silhouette d'Élise sous la pluie. Dans la dépendance, Élise, harassée, sentit grandir la crainte d'un abîme infranchissable. Un soir, après avoir entendu un valet évoquer le mariage imminent du duc avec Charlotte, elle s'effondra auprès du jardinier. « Je dois partir, Jules, je n'ai plus de raison de rester. Je n'ai pas ma place ici, et je ne veux pas attirer le malheur sur Adrien. » Le vieil homme posa une main ferme sur son épaule. « Ne partez pas, Élise, vous êtes la meilleure part de ce domaine. Si vous fuyez, ils auront gagné. Restez, pour ceux qui vous aiment vraiment, pour ceux qui ont besoin de vous. » Élise, bouleversée, trouva dans ses paroles la force de repousser le désespoir. Cette nuit-là, elle veilla longtemps, le regard perdu vers les cieux tourmentés, se promettant de tenir encore, malgré la peur, malgré la solitude. Dans le château, la tension était à son comble. La comtesse multipliait les manœuvres. Charlotte se parait de ses plus beaux atours, et Adrien, déchiré entre le devoir et l'élan du cœur, cherchait désespérément une issue. Au petit matin, alors que la brume couvrait encore les champs, Élise sentit que rien n'était joué. Quelque chose dans l'air annonçait que la tempête ne faisait que commencer. La rumeur courut d'abord comme un frisson discret, puis explosa en éclats de voix et de regards. Les fiançailles de Charlotte et du duc Adrien de Villefort seraient annoncées publiquement lors du prochain bal. À Montfaucon, la nouvelle fut reçue avec une satisfaction mêlée de soulagement. Enfin, la lignée serait préservée, les convenances respectées. La comtesse douairière pouvait respirer. Charlotte, triomphante, paradait dans les couloirs, ses doigts effleurant déjà les dentelles de la robe nuptiale. Mais dans le cœur d'Adrien, la tempête ne cessait de gronder. Il avait accepté, sous la pression familiale, le poids d'un destin qui n'était pas le sien. Chaque mot échangé avec la comtesse, chaque sourire de Charlotte, n'avait fait qu'alourdir la chaîne invisible qui l'attachait à ce monde. Seul,
dans sa chambre. Il fixait la fenêtre, cherchant dans l'obscurité l'écho d'un autre avenir. Il pensait à Élise, à sa force silencieuse, à l'éclat de ses yeux dans la lumière tremblante de la cuisine. Il pensait à leurs mains qui s'étaient frôlées, à la confession échangée dans la nuit d'orage, et il sentait, plus violemment que jamais, la brûlure du choix impossible. Le soir du bal, la maison fut métamorphosée. Les lampes illuminaient les salons, les dorures brillaient, la musique résonnait. Les invités, venus des domaines alentours, se pressaient dans les allées, commentant à voix basse les fiançailles imminentes. Élise, reléguée à l'office, observait la fête de loin, le cœur serré d'un chagrin muet. Elle se tenait droite, sa robe simple effaçait sa silhouette parmi les domestiques. Mais rien ne pouvait éteindre la noblesse de son port. Vers minuit, alors que les couples valsaient sous le regard bienveillant de la comtesse, Adrien s'éclipsa discrètement du grand salon. Il traversa la galerie, descendit l'escalier de service et s'arrêta à l'entrée de la petite salle de musique, déserte. Là, il trouva Élise, penchée sur une pile de partitions, tentant de masquer sa tristesse derrière un devoir inventé. « Élise », souffla-t-il. Elle se retourna, surprise, la gorge nouée. « Monsieur le duc, vous ne devriez pas. » Il s'approcha, les yeux brillants d'une fièvre nouvelle. « Juste un instant. Accordez-moi cette danse, loin des regards. » Elle hésita, puis tendit la main, emportée par un élan qu'elle ne sut réprimer. Adrien la guida sous la lumière pâle des chandelles. La musique, lointaine, leur parvenait en écho. Ils tournoyèrent, portés par un souffle d'urgence, ignorant la peur, la honte, la fatalité. Leurs visages se frôlèrent. Un instant, le monde entier disparut. « Je n'ai jamais été aussi libre », murmura Élise, la voix tremblante. Adrien posa une main sur sa joue. « Je vous aime, Élise, peu m'importe le reste. » Mais la magie fut brisée par un bruit de pas précipité dans le couloir. Élise se détacha, le souffle court. « Il faut partir, si l'on nous voit. » Adrien hocha la tête, mais ses yeux promirent plus que des mots. Ils se séparèrent, chacun regagnant son ombre. Mais Charlotte, tapie dans la pénombre, avait tout vu. La jalousie, la rage, la peur de perdre ce qu'elle croyait acquis, la consumèrent. Dès le lendemain, elle répandit, d'un ton faussement indigné, des bribes de conversation, des soupçons insidieux. Elle évoqua la présence d'Élise dans les couloirs, les confidences échangées, les sourires, les mains qui se frôlaient. La rumeur enfla, se déforma, se mua en calomnie. On dit qu'Élise a volé un collier dans la chambre de la comtesse, souffla l'une des dames de compagnie. Elle est capable de tout pour attirer l'attention du duc, renchérit une autre. Élise sentit sur elle le poids des regards, la suspicion dans chaque mot, chaque geste. On la surveillait, on inspectait ses affaires, on l'isolait. Un matin, le vieux majordome, la mine grave, l'appela dans l'antichambre. « On vous accuse de vol, Élise. La comtesse exige des explications. » Elle se défendit, la voix tremblante mais fière. « Je n'ai rien pris. Je le jure sur la mémoire de ma mère. » Mais la comtesse, implacable, la fit comparaître devant la famille rassemblée. Adrien était là, pâle, les poings serrés. Charlotte, à ses côtés, arborait un masque d'innocence blessée. « Vous avez été vue sortant de ma chambre ?» accusa la comtesse. Élise croisa le regard d'Adrien, y cherchant un soutien. « Je n'ai fait que déposer du linge, comme à l'accoutumée, » répondit-elle. Charlotte, d'une voix faussement compatissante. « Nous comprenons votre détresse, Élise, mais il faut avouer vos torts. » Adrien s'avança alors, la voix vibrante d'indignation. « Assez. Je connais Élise. Jamais elle ne commettrait un tel acte. Ces accusations sont infâmes. Je demande qu'on cesse immédiatement cette mascarade. » La comtesse se leva, le visage de marbre. « Vous osez défendre cette fille contre votre propre famille. » Il soutint son regard, farouche. « Oui, madame, parce que l'honneur ne se mesure ni au sang ni au nom, mais aux actes et à la vérité. » Un silence glacé s'abattit. La comtesse, d'une voix tranchante. « Si vous persistez, Adrien,
sachez que vous serez déshérité. Le nom de Villefort ne souffrira pas la honte. » Adrien, le souffle court, recula d'un pas. Le dilemme s'imposait, cruel. Choisir entre l'amour et la fidélité à son nom, entre la passion et le devoir. Élise, debout au centre du cercle, sentit la solitude l'envelopper. Mais dans le regard d'Adrien, elle lut une promesse silencieuse. Rien n'était encore perdu. Au dehors, la nuit s'abattait sur Montfaucon, lourde de menaces et d'espoir. Une porte venait de se refermer derrière eux, mais une autre, invisible, semblait sur le point de s'ouvrir. L'aube s'était levée sur un Montfaucon assiégé par le doute et la colère. Après l'accusation de vol, la maison vivait sous tension. Les domestiques chuchotaient dans les corridors, les dames de la famille s'épiaient, et la comtesse douairière, implacable, maintenait le silence autour d'Élise, reléguée à l'écart, sous surveillance constante. Mais Adrien, le visage fermé, avait décidé de ne pas se soumettre à l'injustice. La veille au soir, il avait surpris une conversation étrange entre deux servantes, évoquant un bijou caché dans le tiroir du secrétaire de Charlotte. Un doute aigu lui avait traversé l'esprit. Dès l'aube, il commença son enquête, interrogeant les valets, parcourant les couloirs, recoupant témoignages et horaires. Plus il avançait, plus le piège paraissait évident. Charlotte avait manigancé, orchestré la disparition du collier, puis discrètement guidé les soupçons vers Élise. Il retrouva la lingère, pâle, hésitante. « C'est mademoiselle Charlotte qui m'a demandé de déposer le linge dans la chambre de la comtesse ce matin-là, » murmura-t-elle. « Et vous a-t-elle dit pourquoi ?» La lingère baissa les yeux. « Non, monsieur le duc, mais elle a insisté pour que ce soit Élise qui termine la tâche. » Adrien sentit la colère l'envahir, froide et précise. Il se rendit alors dans le boudoir de Charlotte. Elle l'attendait, assise, la tête haute, sûre de son innocence. « Vous cherchez quelque chose, Adrien ?» demanda-t-elle, la voix mielleuse. Il ne prit pas la peine de répondre, ouvrit le secrétaire, fouilla les tiroirs. Ses doigts rencontrèrent la chaîne du collier, soigneusement dissimulée sous une pile de lettres. Il brandit la preuve sous les yeux de Charlotte. « Voilà donc votre vérité, Charlotte. Vous avez fait accuser Élise pour la perdre et me garder. » Charlotte pâlit, se leva d'un bond. « Vous n'avez aucune preuve que ce bijou n'a pas été caché ici par quelqu'un d'autre ?» Adrien impitoyable. « Le personnel a parlé. Votre piège ne trompe plus personne. » Il quitta la pièce, le cœur battant, décidé à révéler la vérité. Dans le grand salon, la famille était rassemblée, la tension palpable. La comtesse, raide, dominait la scène. Adrien s'avança, le collier dans la main. Ce bijou n'a jamais quitté la maison. Il avait été dissimulé ici, par jalousie, par orgueil. Élise est innocente. C'est Charlotte qui a menti, qui a comploté pour la faire l'accuser. Un silence glacial s'abattit. Charlotte, démasquée, éclata en sanglots, niant, se défendant, puis s'effondrant enfin, incapable de soutenir plus longtemps le regard de sa famille. La comtesse serra les mâchoires. « Vous attendez de moi que je croie à une telle ignominie? Vous préférez la parole d'une bâtarde à celle de votre propre sang ?» Adrien ne baissa pas les yeux. « Je préfère la vérité, et je n'épouserai pas une femme capable de pareille cruauté. » Mais la comtesse refusa d'admettre la faute, choisissant le déni plutôt que le scandale. « Il ne sera plus jamais question d'Élise ici. Qu'elle disparaisse et tout sera oublié. » Dans les couloirs, la rumeur enfla. Le scandale menaçait d'éclater, de salir le nom de Montfaucon et de Villefort, de briser l'avenir de Charlotte et de la famille tout entière. Élise, mise au courant de la situation par le jardinier, sentit se refermer sur elle le piège de la fatalité. Adrien avait tout risqué, mais l'hostilité de la maison, la méfiance de la région, la hargne de la comtesse faisaient de son amour un danger pour lui. Elle passa la nuit à écrire une lettre, les mains tremblantes. À l'aube, elle fit sa valise, glissa le livre d'Adrien contre son cœur, embrassa Jules une dernière fois et quitta le domaine, un voile sur la tête, le regard fixé vers l'horizon. Dans la lettre, elle n'évoquait ni rancune ni remords. « Je pars pour Paris, Adrien.
je vous rends la liberté que je n'ai jamais possédée. Ne cherchez pas à me retrouver. Je vous aime trop pour être la cause de votre ruine. » Au petit matin, Adrien découvrit la chambre d'Élise vide, la lettre posée sur l'oreiller. Il lut, relut, la gorge serrée, puis se lança à sa poursuite. Il courut dans le parc, interrogea les cochers, les villageois, suivit la route jusqu'à la lisière du bois. Mais la diligence pour Paris était déjà loin, avalée par la brume. Il s'effondra sur le chemin, le cœur brisé. Les jours suivants, il erra dans la maison silencieuse, refusant toute visite, insensible aux prières de la comtesse, aux supplications de Charlotte, aux conseils des notables du pays. Il ne mangeait plus, ne dormait plus, hanté par l'absence d'Élise, par le parfum de son souvenir, par la brûlure du regret. À Paris, Élise découvrait une ville immense et indifférente, mais aussi la promesse d'une vie nouvelle, loin de la honte et du jugement. Pourtant, chaque nuit, son cœur se serrait en pensant à Adrien, à son regard perdu, à la tendresse qu'elle avait laissée derrière elle. Le scandale éclata. La réputation des Montfaucon vacilla. Chacun souffrit dans la solitude, la douleur de la séparation s'inscrivant dans les murs du domaine comme une blessure secrète. Mais le destin, à Paris comme à Montfaucon, n'avait pas dit son dernier mot. Un souffle nouveau s'apprêtait à bouleverser leur existence. L'air de Paris était vif, chargé de rumeurs et de promesses. Élise descendit de la diligence, le cœur serré et la valise légère. Elle traversa les rues animées, perdue dans la foule, éblouie par le tumulte de la capitale. Rapidement, elle se retrouva devant une porte discrète de la rue du Bac, recommandée par une ancienne connaissance du village. La maîtresse de maison, Madame Delmas, une veuve d'une bonté paisible, l'accueillit avec un sourire sincère. « Vous venez de la province, ma chère. Je n'ai besoin que de franchise et d'application, » déclara-t-elle en l'observant, attentive. Élise baissa les yeux, émue. « Je vous promets, l'une comme l'autre, madame. » On lui confia les tâches du matin, préparer le thé, épousseter la bibliothèque, veiller sur la vieille mère de Madame Delmas, infirme mais vive d'esprit. Très vite, Élise gagna la confiance de la maisonnée par sa douceur et sa discrétion. Pourtant, même dans la simplicité de ce nouveau foyer, la nostalgie la mordait parfois, cruelle. Elle revoyait les jardins de Montfaucon, le regard d'Adrien, les roses mouillées de l'aube. Paris, cependant, avait ses surprises. Par une après-midi pluvieuse, Élise accompagna Madame Delmas chez une amie, la célèbre romancière Pauline de Saint-Aubin, dont les salons attiraient peintres, philosophes et poètes. Élise, intimidée, resta en retrait, attentive aux conversations vives et aux éclats de rire. Mais la romancière, séduite par la beauté grave et la dignité d'Élise, l'invita à s'asseoir près d'elle. « Vous avez l'air d'avoir beaucoup vu pour votre jeune âge, » murmura Pauline, ses yeux brillants de curiosité. Élise répondit avec simplicité. « J'ai surtout beaucoup perdu, madame. » Pauline, touchée, lui proposa de revenir, de lire à haute voix, de participer aux discussions. Peu à peu, Élise se fit une place dans ce cercle étonnant. Sa réserve, loin d'être un obstacle, attisa la sympathie des intellectuels. On la questionnait, on l'écoutait, on l'invitait à partager ses impressions sur la littérature, la vie, l'injustice. Elle s'ouvrit, révéla son intelligence fine, sa sensibilité, son courage discret. Pauline devint peu à peu une confidente, une protectrice. « Je crois, Élise, que vous êtes née pour une vie plus vaste que celle de servante, » lui souffla-t-elle un soir, alors que Paris s'endormait sous les lampions. Élise sourit, émue. « C'est la première fois qu'on me le dit. » Dans l'intimité du salon, la jeune femme trouva pour la première fois la paix d'un monde où le nom, la naissance, ne comptaient plus que le talent et la droiture. Pendant ce temps, bien loin de ses lumières, Adrien errait dans le domaine vidé de sa joie. Il avait refusé d'épouser Charlotte, affrontant le mépris de la comtesse, l'hostilité des notables et la solitude glaciale des couloirs. Aucun mot, aucune menace ne put le convaincre. Un matin, il annonça son départ, brisant d'un geste la chaîne des convenances.
Son voyage vers Paris fut long, tourmenté. Il interrogea les cochers, visita les relais, chercha la trace d'Élise dans chaque visage de jeune femme croisée. La ville lui parut immense, labyrinthique, indifférente à sa douleur. Mais il ne céda pas. Il retrouva la diligence que la jeune femme avait prise, remonta la piste jusqu'à Madame Delmas. La première rencontre fut brève. Je cherche une jeune femme, Élise, brune, les yeux sombres. Madame Delmas, méfiante, ne dit d'abord rien. Mais la tristesse d'Adrien, son insistance respectueuse, la convainquirent de parler. Elle travaille ici, monsieur, mais je doute que votre venue la réjouisse. Adrien, bouleversé, demanda à la voir. Mais Élise était alors chez Pauline de Saint-Aubin, lisant à voix haute un passage d'un roman, entourée d'esprits brillants qui buvaient ses paroles. Quand elle rentra, Madame Delmas lui annonça d'un ton prudent. « Un homme est venu. Il dit s'appeler Adrien de Villefort. » Élise pâlit, détourna le regard. A-t-il laissé un mot? Non, mais il a promis de revenir. Les jours suivants, Adrien multiplia les démarches. Il interrogea les librairies, les salons, les pensionnats. Il entendit parler d'une jeune femme brillante, appréciée pour sa modestie et sa finesse. À chaque récit, son espoir renaissait, mais aussi la peur d'être rejetée, d'arriver trop tard. Pauline de Saint-Aubin, mise dans la confidence, observa Élise avec bienveillance. « Vous ne m'avez jamais parlé de lui », nota-t-elle un soir. Élise se crispa, baissa les yeux. « Parce que mon amour est impossible, madame, parce qu'il m'en coûterait trop de l'espérer encore. » Dans le cœur d'Adrien, la mélancolie s'approfondissait. Les rues de Paris lui semblaient grises, chaque façade un obstacle de plus entre lui et celle qu'il cherchait. Il songeait à la première danse, à la lumière sur le visage d'Élise, à tout ce qu'il avait perdu par orgueil, par soumission aux convenances. Une nuit, il se tint sous la fenêtre de Madame Delmas, la pluie ruisselant sur ses épaules, espérant un signe, une ombre, un éclat de voix. Mais Paris, indifférente, lui renvoya son silence. Élise, de son côté, sentait la blessure de l'exil se refermer lentement. Elle n'oubliait rien, mais la tendresse de Pauline, la chaleur des salons, la curiosité amicale des intellectuels lui donnaient la force de s'inventer un autre avenir. Pourtant, chaque soir, en s'endormant, elle murmurait le nom d'Adrien, le cœur serré d'un désir qu'elle croyait devoir taire. Dans la ville lumière, deux âmes errantes cherchaient la paix, l'une dans l'espoir, l'autre dans le souvenir. Mais la vie parisienne, capricieuse et foisonnante, préparait déjà leur prochaine rencontre. Et tandis que l'écho de leurs pas résonnait dans les rues entrelacées, le destin, encore une fois, s'apprêtait à frapper. Le salon de Pauline de Saint-Aubin ce soir-là vibrait d'un éclat particulier. Les voix s'entremêlaient autour des tables chargées de livres et de vers, les esprits s'échauffaient sur le dernier poème lu, le fracas lointain des calèches résonnait dans la nuit. Élise, vêtue d'une robe sombre et simple, se tenait près d'une fenêtre entr'ouverte, laissant la brise de Paris apaiser son front brûlant. Elle s'efforçait d'écouter la conversation d'un philosophe sur la justice et la vérité. Mais son cœur battait trop fort. Depuis des jours, elle sentait une présence, une inquiétude dans l'air, comme si le passé frappait à la porte. Pauline, attentive, la rejoignit et glissa à son oreille. « Ce soir, quelque chose va changer, Élise. » La jeune femme esquissa un sourire, mais ses yeux demeuraient graves. C'est alors qu'un murmure parcourut la salle. Un visiteur inattendu venait d'entrer, grand, pâle, le regard déperdu. Adrien. À la vue d'Élise, il s'immobilisa, comme foudroyé, puis fendit la foule sans hésiter. Leurs regards se croisèrent, et le salon sembla soudain s'effacer autour d'eux. « Élise » souffla Adrien, la voix brisée. Elle recula d'un pas, la gorge nouée. « Pourquoi êtes-vous ici? Vous ne devriez pas. » Il coupa d'un ton fiévreux. « J'ai tout cherché, tout perdu. Je n'ai trouvé que votre absence. » Un silence lourd. « Je ne suis pas faite pour votre monde, Adrien, » murmura-t-elle. Il s'approcha, les mains tremblantes. « C'est mon monde qui n'est plus rien sans vous. J'ai fui les chaînes de Montfaucon, rompu avec le passé. Je suis prête à tout braver, pourvu que vous m'accordiez une chance. » Leur voix était basse, mais chaque mot vibrait d'une passion contenue.
Élise détourna les yeux, ses mains se crispant sur le rebord de la fenêtre. Vous n'imaginez pas le scandale, la haine qu'une telle union soulèverait. Je ne veux pas être le prétexte de votre disgrâce. Adrien secoua la tête. Vous êtes la seule chose juste qui me reste. Je préfère le scandale à une vie sans vous. Elle eut un rire tremblant. Et votre nom, votre famille? Il répondit farouche. Je n'ai plus de famille, si elle refuse de vous accepter. À quelques pas, Pauline observait la scène, émue, puis s'approcha à son tour. Mademoiselle Élise, il est temps de croire en votre mérite. Vous avez traversé l'humiliation, l'exil, la calomnie. Ne laissez pas la peur vous priver de votre bonheur. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux, secouée par la violence du choix. Elle murmura « Je ne veux pas que vous souffriez à cause de moi. » Adrien prit ses mains dans les siennes. « Je souffre déjà de vous avoir perdu. Laissez-moi essayer, avec vous, envers et contre tous. » La porte du salon s'ouvrit alors brusquement. Un domestique, essoufflé, tendit une lettre à Adrien, le sceau de la comtesse de Montfaucon. Il lut, blêmit, puis tendit le billet à Élise. « Si vous persistez, écrivait la comtesse, vous serez déshérité. Votre nom sera sali, votre avenir brisé. Revenez à la raison ou perdez tout. » Adrien froissa la lettre, les yeux brillants de défi. Voilà ce qu'ils offrent, la peur, le chantage. Je refuse. C'est fini, Élise. Je renonce à Montfaucon, à tout, sauf à vous. Les invités du salon, alertés par la tension, s'étaient tus. Pauline, d'un geste, éloigna les curieux. Élise et Adrien, seuls au centre de la pièce, sentaient le regard de la ville entière peser sur eux. « Votre vie va changer, » murmura Élise, la voix brisée. « Et la mienne aussi. » Il la serra contre lui, résolu. Qu'elle change, mais ensemble. Dans le tumulte de Paris, alors que la nouvelle du scandale commençait déjà à courir dans les rues, deux destins venaient de s'unir contre le monde. Mais la tempête n'était pas encore apaisée. L'aube porterait de nouveaux combats, de nouveaux espoirs. Dans le silence du salon, une promesse muette brûlait, prête à défier l'ordre établi, envers et contre tous. La nouvelle éclata à Paris comme un coup de tonnerre. Élise de Montfaucon, l'enfant illégitime, venait d'épouser civilement le duc Adrien de Villefort. Dans les salons dorés, on s'étrangla d'indignation, on railla, on prophétisa la chute des Villefort. Les journaux mondains s'emparèrent du scandale, multipliant les articles acides sur ce mariage entre l'aristocratie la plus pure et une jeune femme sans nom. Mais ni Adrien ni Élise ne fléchirent. La cérémonie, modeste mais lumineuse, réunit leurs plus proches amis. Pauline de Saint-Aubin, Madame Delma, le vieux jardinier Jules Monté de sa campagne, et quelques membres du cercle littéraire d'Élise. La main tremblante mais le regard droit, Élise répondit « oui », sans hésiter. Adrien, lui, serrait sa main avec une émotion qu'il ne chercha pas à masquer. Après la signature, alors que la foule bruissait de murmures, Adrien laissa éclater sa fierté devant tous. « C'est moi qui ai de la chance », déclara-t-il simplement, les yeux fixés sur Élise. Elle répondit, la voix douce mais assurée. « En choisissant l'amour, nous avons choisi la liberté. » Le tumulte dura des semaines. Certains aristocrates se tournèrent le dos à la nouvelle duchesse, refusant de la recevoir. D'autres, plus curieux que malveillants, observaient de loin ce couple hors norme. Mais peu à peu, la noblesse d'Élise fit taire les langues acérées. Sa dignité, son intelligence, sa réserve impressionnaient. Elle n'usait jamais de son titre pour humilier, ne répliquait jamais au pic, se contentant d'un sourire serein. Rapidement, Élise s'engagea dans des œuvres de charité. On la vit dans les hôpitaux, les orphelinats, distribuant sans compter son temps et ses ressources. Elle organisait des lectures pour les enfants pauvres, visitait les vieillards oubliés, participait à la création d'une école pour jeunes filles sans fortune. Ceux qui, la veille encore, doutaient de sa valeur,
durent reconnaître la force de son engagement. Adrien, spectateur ému, découvrait chaque jour une facette nouvelle de sa femme. « Tu portes en toi plus de noblesse que tout un lignage », lui souffla-t-il un soir, alors qu'il rentrait d'une visite dans un quartier défavorisé. Élise, légèrement rougissante, répondit « La noblesse n'est qu'un mot, Adrien. Ce sont les actes qui font l'honneur. » Le temps fit son œuvre. Les rancunes s'effacèrent. Les anciennes jalousies s'émoussèrent. Même la comtesse douairière, vieillissante, diminuée, céda peu à peu devant l'évidence. Elle observa de loin la duchesse, la vit consoler une jeune fille, écouter un mendiant, réconcilier deux familles rivales. Un soir d'hiver, alors que la maladie l'avait clouée au lit, elle fit demander Élise à son chevet. La pièce était froide, la comtesse pâle et voûtée. « Approchez, Élise, » dit-elle d'une voix rauque. Élise, sans haine, s'assit près d'elle. « Je vous ai jugé durement, » murmura la vieille dame, le regard fuyant. « J'ai cru défendre l'honneur de la famille, mais c'est vous, par votre bonté, qui l'avez sauvé. » Élise prit la main ridée entre les siennes, une larme silencieuse roulant sur sa joue. « J'ai beaucoup reçu, madame. J'espère avoir rendu un peu de ce qui m'a été refusé. » La comtesse, émue, pressa sa main. « Pardonnez-moi. » Un sourire apaisé se dessina sur les lèvres d'Élise. « Tout est déjà pardonné. » 10 ans passèrent. Le domaine de Montfaucon, rénové et animé, accueillait désormais sans distinction les humbles et les puissants. Élise, duchesse respectée, recevait avec générosité ceux qui, jadis, l'avaient rejetée. Elle n'oubliait rien, mais son accueil ne trahissait ni rancune ni fierté blessée. Elle offrait le thé, organisait des fêtes de bienfaisance, encourageait les jeunes filles à croire en leur avenir. Adrien et Élise, soudés par l'épreuve, formaient un couple admiré. Leur amour, forgé dans la douleur, la patience et le courage, avait triomphé de tous les préjugés. On disait dans la région que jamais la maison de Villefort n'avait été aussi prospère, ni aussi respectée. Un matin de printemps, Élise se tint sur la terrasse du château, observant le jardin en fleurs. À ses côtés, Adrien tenait leur fils par la main. Dans la cour, le vieux Jules saluait les visiteurs. Pauline de Saint-Aubin lisait à voix haute à un groupe d'enfants. Le soleil baignait la scène d'une lumière dorée. Élise ferma les yeux un instant, se souvenant de la phrase fatidique prononcée 10 ans plus tôt. « Cette bâtarde ne mettra jamais les pieds ici. » Elle rouvrit les yeux et sourit. Désormais, le domaine lui appartenait, non par droit de naissance, mais par la force de l'amour et de la dignité. Son histoire, devenue légende, inspirait d'autres femmes, d'autres enfants sans nom. Montfaucon, transformé, portait l'empreinte indélébile de la duchesse Élise. Un nom, une mémoire, un exemple.